Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aller chercher mes lunettes. Je vois rien. J'attends qu'il y en a qui se connectent pour commencer le live sur l'événement d'aujourd'hui. Donc le thème aujourd'hui c'est les esprits. Voilà. Ah, on va y arriver. Parce que je vois quelque chose. Alors, bonjour à ceux qui débarquent. On voit pas les spectateurs. Je sais même pas qui c'est. Alors, hop, j'invite un peu le monde. Voilà, donc on m'a posé diverses questions sur le groupe et même ailleurs. D'ailleurs, j'ai une multitude de questions assez volumineuses. Donc j'en ai inscrit ici et j'en ai inscrit aussi sur le PC. Donc là, il y a beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions. Alors, donc on va faire le topo. Alors, les esprits, ce sont des âmes désincarnées, donc qui ont fini leur péripétie sur Terre et qui ont fini par mourir. On parle d'esprit au terme que la personne est morte, déclarée morte, avec toutes les fonctions vitales qui se sont arrêtées, et que le cordon d'argent a été littéralement coupé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les esprits, c'est-à-dire l'âme qui sort du corps. Voilà, c'était ma petite introduction. Alors, je vais répondre aux questions. Il y en a plusieurs. Hein. Alors, comment savoir si on a des esprits chez soi ? En général, c'est des sensations. Alors, des fois, ça peut être trompeur. Ça peut être des sensations, mais ça peut être trompeur. Parce que des fois, c'est le lieu de vie qui semblerait y avoir des esprits, alors que non, c'est simplement la mémoire des lieux qui fait ressentir des fois certaines angoisses, certaines choses, etc. Bon, alors les sensations, oui et non. Coucou Manu. Mais pour savoir vraiment si on a des esprits chez soi, en général, des odeurs. Vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà, c'est des odeurs qui viennent d'un seul coup. Ça peut être la cigarette, alors vous ne fumez pas, ou vous avez personne autour de vous qui fume. Ça peut être l'odeur de cendre, parce que la personne qui vous connaissiez ou non a des odeurs de cendre. Ça peut être des sons, des musiques, des fois qui vous viennent en tête. Ça peut être un esprit qui est par ici. Après, il y a certains effets, comme des objets qui se déplacent. Vous vous retrouvez avec des objets qui ont totalement bougé d'un endroit à un autre, alors que vous étiez persuadé, vous, que vous n'avez pas bougé, ou vous êtes... vous savez, enfin, vous voyez en fait la manifestation se faire. Bon, c'est assez rare, hein, bien sûr. C'est pas tous les jours qu'on voit des objets se déplacer tout seuls.
Euh, Après, si on se pose déjà la question si on a des esprits chez soi, c'est déjà qu'il y a des doutes là-dessus, parce qu'on se sent bizarre, des choses qui bougent, il y a des lustres qui bougent, vous en entendez frapper dans les murs, etc., etc. Voilà. Ça, c'est vraiment le type cliché des esprits. Après, c'est des sensations. Mais bon, faut savoir bien faire la part des choses entre la sensation du lieu et la sensation qu'il y a des esprits. Deux choses différentes. Et qu'il faut savoir, au fil du temps, bien savoir différencier, bien sûr. Alors, deuxième question. Donc, les animaux perçoivent-ils les esprits? Oui. Direct, oui. Parce que déjà, ils n'ont pas la même vision que nous. Ils ne voient pas la même chose. Ils voient tout en gris, mais vraiment flou. Alors, ils arrivent à vraiment à percevoir les esprits tels qu'ils sont. Voilà. Ils les confondent même avec les vivants. Voilà. Euh, j'ai la troisième question qui est assez marrante. Esprit, es-tu là? Bon, voilà. Bon, là, c'est autre chose, c'était juste de la taquinerie. Quatrième question. Quand on dit que les bons esprits se rencontrent, cela veut-il dire que nous sommes sur les mêmes fréquences vibratoires? Pas spécialement. En général, c'est pas spécialement non, parce qu'en fait, on a certaines affinités. Qu'on soit esprit ou non, incarné ou désincarné, nous avons tous des affinités. Vous est déjà arrivé certainement que quand vous voyez une personne, vous dites en vous, ah, elle pourra bien s'entendre ou on ne peut pas se saquer. Voilà, juste parce que vous sentez quelque chose qui pourrait pas passer ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est juste d'affinité, tout simplement. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes... même juste physique, des fois ça passe pas parce qu'on sent quelque chose qui ne va pas passer, tout simplement. Après, même fréquence vibratoire, non, pas spécialement. Hein. On peut très bien être de bonnes affinités avec quelqu'un qui n'est aucunement... dans les mêmes fréquences. Hein. Il y en a à qui on peut être bien, alors qu'ils ont une fréquence vibratoire qui est très basse, alors que nous, on peut être dans la moyenne ou haute, ou l'inverse. Alors, ensuite, nous avons... Alors, quelle différence peut-on faire entre un esprit, une entité ou une âme errante? Il n'y a pas vraiment une grande différence. L'esprit en lui-même, c'est notre âme, voilà, donc qui sort de notre corps dès lors qu'on est déclaré mort et que le cordon d'argent a été rompu. Voilà. C'est ce que j'appelle un esprit. L'entité, pour moi, c'est plus je prends vraiment pour le côté néfaste. Moi, pour moi, une entité, c'est un esprit, mais qui est tué du bas astral. Après, je n'aime pas tellement ce terme parce qu'on est tous pareils. On a plus ou moins les mêmes défauts, donc dire entité, pour moi, c'est assez pessimiste et j'aime pas tellement ce terme. Je préfère le thème, à la rigueur, amérante, une amérante. Là, c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui est dans le bas astral aussi, qui s'est suicidé ou qui est complètement paumé. Voilà, pour moi, c'est ça une amérante. Un esprit, c'est plus... bon, ça peut être autant du bas astral ou autre, mais c'est quelqu'un qui va évoluer dans l'astral et tout ça, pour après arriver dans la lumière et encore apprendre et compagnie. Voilà, c'est vraiment une différence, on va dire un point de vue, surtout. Après, le mot entité, je n'aime pas tellement. Pour moi, c'est
dire que c'est une entité, c'est un peu comme insulter l'esprit. Hein. Pour moi, je n'aime pas, c'est un manque de respect pour moi. Voilà. Alors, la prochaine question, comment les esprits perçoivent le monde quand ils sont dans le bas astral, dans l'au-delà? Alors, comment ils perçoivent notre monde, c'est-à-dire notre Terre? Alors là, selon comment ils sont évolués, et où ils se trouvent, soit ils se trouvent dans le bas astral, soit ils se trouvent après dans la lumière. C'est deux choses différentes. Ceux du bas astral, j'ai eu souvent comme témoignage de ceux qui sont... ils ont été paumés ou autres. Hein. J'ai souvent eu des témoignages comme quoi qu'ils voyaient tout en gris, tout en noir, hein. Ils voyaient tout le côté mauvais de l'esprit humain et qui en profitent justement pour un petit peu nous abuser là-dessus. Voilà. Après, ceux qui sont arrivés à passer dans la lumière, donc ils se sont repentis, ils ont réussi à reconnaître leur faute et compagnie, etc., etc. Quand ils se retrouvent après dans la lumière, c'est plus... Ils voient plus différemment et surtout, ils ont une ouverture d'esprit, ils voient tout, ils savent tout aussi, et ils arrivent vraiment concrètement à voir notre monde tel qu'il est. Alors, en fait, c'est toute une question de vibration. Si on est dans les vibrations, on va dire mauvaises, donc là, les vibrations mauvaises, c'est tout le temps être pessimiste, être dans la colère, la rancune, enfin tous les points négatifs de l'humain. Hein. Et en tant qu'esprit, c'est la même chose, ne l'oublions jamais. On a notre personnalité quand on meurt, hein. On ne change pas. Hein. Voilà. Et c'est toute une question de vibration aussi. Vous êtes mort alors que vous avez des grands regrets, vous êtes quelqu'un de très mauvais, etc. Là, là, vous êtes dans le bas astral, donc c'est une fréquence très basse, vibratoire. Donc forcément, vous allez voir le monde, mais horriblement dégueulasse. Voilà. Puis plus vous prenez, on va dire, entre guillemets, de la maturité, vous allez voir plus clair. C'est toute une question de fréquence. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions entre-temps, n'oubliez pas ou des interrogations par rapport à ce que je dis, vous pouvez le noter aussi sur le live. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'un esprit peut influencer nos décisions? Ah oui, véritablement. Alors là, les 3/4, ceux qui en influencent le plus sur nos décisions, c'est le bas astral. Eux, ils ont le chic, dire que quand on se sent vraiment très en colère, par exemple, ils nous influencent à être encore plus en colère. Ou à dériver sur certaines décisions que normalement on ne devrait pas prendre. Alors, par exemple, je suis en colère, donc je suis impulsive, je vais m'emporter, je vais dire des choses qui sont aberrantes, très énervantes, et cette impulsion qui vient en nous, qui ne devrait pas être là, c'est le bas astral. Donc il nous force à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Ça, c'est le bas astral. Après, il y a un autre quart, dire que quand on est vraiment dans une basse vibration, on a plus du bas astral qui va nous influencer. Par contre, si on monte dans les vibrations, c'est-à-dire qu'on est plus positif, qu'on arrive à cerner les choses, qu'on a moins d'orgueil, qu'on soit plus honnête, plus franc, etc., etc. Là, on monte dans les vibrations et on attire plus des esprits, on va dire, de bons esprits, des esprits familiers, donc de notre famille, incarnés ou désincarnés, enfin ceux qui étaient dans notre vie ici ou dans les vies antérieures. Voilà. Donc ceux-là, on va plus les attirer. Plus on est de bonnes vibrations, plus on attire des bons esprits. Voilà. Ceux-là, ils peuvent nous influencer par exemple, il y a un événement typique, par exemple, qu'on sait qui va arriver, et ils vont plus nous diriger sur des bonnes attitudes à avoir pour ne pas flancher et à faire n'importe quoi.
oui, ils sont toujours là à nous influencer par rapport à nos décisions, hein. Et parfois, il suffit vraiment de se remettre en question. Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai fini cette question, alors, j'ai une question. Alors, j'ai ma grand-mère qui est décédée hier, elle avait Alzheimer et elle était malade. Est-ce que son esprit va bien quand même? Alors, c'est un cas assez particulier, l'Alzheimer, parce que l'Alzheimer, c'est une maladie assez, pour moi, tragique, parce que, en fait, c'est le cerveau qui va mal, quoi. Voilà. Et, on va dire qu'elle est partie plus en paix, malgré la maladie, parce que, on va dire qu'elles ne se rendent pas forcément compte, enfin, Alzheimer, c'est compliqué. C'est comme les personnes qui sont démentes ou Parkinson en fin de maladie. C'est des maladies, en fait, où vous perdez la raison. Mais vous avez des moments lucides, notamment. Je l'ai beaucoup vu en maison de retraite, ça. En fait, leur esprit se détache même d'une facilité parce que ils se rendent compte quand même inconsciemment dans leur être, donc dans leur âme, que c'est le moment pour partir. Donc ils partent quand même assez en paix. Et ils vont partir, ils vont avoir un laps de temps comme tout esprit, comme ça soit toi ou moi, ou peu importe qui sur Terre, on passe tous un état de trouble, ou qu'il faudra réaliser que notre corps physique ne nous appartient plus déjà, et qu'on est un esprit pour l'instant errant, et dès qu'on a reconnu cette mort, on peut passer de l'autre côté. Si bien sûr on n'a pas fait d'actes odieux sur cette terre. Voilà, tout simplement. Donc son esprit va bien, ce n'est pas un souci. Par contre, elle va avoir un espace de trouble. Bon, après, ça varie d'un esprit à un autre. Il y en a qui sont plus évolués, on va dire spirituellement surtout, et qui vont passer plus facilement de l'autre côté. Mais c'est nécessaire pour justement faire reconnaître en fait qu'on est mort. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être très court. Donc là, sachant qu'elle est décédée hier, pour l'instant, elle est en trouble. Alors, ce que je conseille, voilà, pour les esprits, on va dire, pour les gens incarnés qui ont fini leur incarnation, pour les proches qui restent, c'est la prière, qui est une très bonne façon pour faire de bonnes vibrations et l'aider à passer, à être plus bien avec son esprit. Et ça va te permettre aussi à toi de faire ton deuil correctement. Ça pardon. Ça diminue ta peine, ça diminue ton chagrin, et ça permet à elle de ne plus s'attacher au corps matériel et pouvoir passer de l'autre côté. Voilà, correctement. Donc la prière, c'est une très bonne façon. Ou sinon, une photo, des bougies, et penser à elle, mais de manière positive, et que des bons souvenirs, pas de choses pessimistes, pas de regrets, pas de rancune, rien de tout ça. Il faut vraiment faire du positif. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci pour ta question en tout cas. Alors, prochaine question. Bon, si tu as besoin d'une autre question, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour Morgane. Alors, un esprit peut-il nous incorporer? Oui, tout à fait. Mais il n'y a jamais de hasard.
Non, parce que je le dis souvent, ça, le hasard, ça n'existe pas. Parce que quand un esprit vous incorpore, c'est que soit vous avez des gros soucis, on va dire, ça peut être la maladie qui va entraîner, enfin surtout les maladies psychiatriques. Donc quand je dis maladie psychiatrique, c'est la dépression, maladie bipolarité, schizophrénie et tout ça, donc les maladies qui sont assez psychiatriques. Là, ça invite certains esprits à s'incorporer. Après, ça, c'est le côté négatif de l'incorporation. Il y a le côté positif. Je suis une des premières. Voilà. C'est que des fois, un esprit peut s'incorporer en nous sans, on va dire, altérer notre âme. Je le dis comme ça. Je reviendrai après. Par exemple, pour transmettre un message. Bon, c'est assez dangereux. Je t'en prie maintenant. Du côté positif de l'incorporation, par exemple, c'est pour passer un message directement. C'est vrai que moi, pendant mes consultations, il est déjà arrivé de ne plus savoir du tout ce qui s'était passé parce que j'ai lancé un message comme ça. Voilà. Ça arrive. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui ont le message. Hein. Enfin, bon, ça c'était une brève aparté. Donc il y a le côté positif, le côté négatif de l'incorporation. Donc l'incorporation, donc, c'est tout simplement un esprit qui prend soit possession totale de notre corps, soit une semi-possession, où juste on est conscient, il utilise soit la main, soit un bras, soit une jambe, soit enfin, peu importe, et il fait faire des choses. En fait, c'est ça l'incorporation. Alors, il y a plusieurs types d'incorporation. Donc, il y a l'incorporation, tout le monde la connaît, hein, celle-là, c'est la possession. Alors, possession. Ce n'est pas non plus ce qu'on peut penser, typiquement l'exorciste ou autre type de film d'horreur comme ça. Non, ce n'est pas non plus à ce point-là. Il y a beaucoup de choses, oui, qui sont vraies, mais quand même, faut pas non plus exagérer. Oui, alors les possessions sont très rares, hein, vraiment très rares. Par contre, ce qui est plus habituel, donc là c'est là où je veux en parler, c'est la subjugation. Alors, la subjugation, c'est un terme complètement pété, comme on dit. Alors, la subjugation, c'est en fait un esprit qui va prendre contrôle de vous, mais au niveau de toutes vos pensées. Alors là, vous n'avez plus aucun contrôle sur vos pensées. Vous avez encore contrôle de votre corps, mais de vos pensées, vous n'avez plus. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, ils font des actes abominables. Bon, c'est parce que, en général, c'est qu'ils l'avaient un peu cherché. Voilà. Alors pourquoi ça existe, les possessions, subjugations, enfin les côtés négatifs de l'incorporation? Simplement, c'est qu'il y a des gens, ils ont cherché la petite bête, comme on dit. Alors, il y a plusieurs types. Alors, ça peut être face parce qu'ils ont fait des séances, mon Dieu, de Ouija, de spiritisme, et j'en passe, sans protection, enfin, sans de bonne manière à faire, pas de bienveillance, etc., etc. Donc forcément, ça va inciter les esprits à s'incorporer pour justement faire que le mal. Voilà. Bon, après, ce n'est pas ce qu'on peut penser, comme dans les religions et tout ça, ce n'est pas des démons. Les démons, ce n'est juste de la légende. C'est juste des esprits qui ont été malveillants, qui, quand ils sont désincarnés, sont malveillants et continuent à faire le mal dans l'au-delà. Cela. Mais il faut savoir que la subjugation est plus répandue que la possession. La possession, c'est quand même dramatique. Ça peut aller très 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 loin. Voilà. Alors, comment on sait?
Alors la subjugation, c'est... comment on peut savoir? Alors la subjugation, c'est en fait avoir des pensées farfelues, hein. Mais vraiment, hein, c'est... à se dire qu'il y a des trucs, comment dire, faramineux, des licornes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est du n'importe quoi. Quand on doit faire des trucs complètement qui sortent de l'ordinaire, on va dire, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, mais quand on est une personne, par exemple, qui a un caractère d'un tel, et puis que quand on est subjugué, on arrive à un caractère complètement différent, mais qui nous ne ressemble pas du tout. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler la subjugation, parce que l'esprit a pris le caractère que l'esprit, en fait, il a pris, voilà, tout simplement, et qui ne nous ressemble aucunement. Ça, c'est de la subjugation. Alors, comment s'en sortir? C'est compliqué. Très compliqué parce qu'il faut qu'il y ait une personne, on va dire, en face de toi, enfin de vous, qu'il y a quelqu'un qui est complètement objectif, neutre, qui ne va pas rentrer dans sa folie, voilà, et qui va voir qu'en fait, il y a un truc qui cloche. Voilà. Donc après, c'est faire face soit à des groupes spirites, soit à un médium. Bon, après, il faut savoir lequel prendre, bien sûr, pas n'importe lequel. Un prêtre, eux, ils sont quand même habilités dans ce genre de choses. La possession, c'est exactement la même chose, sauf que là, malheureusement, non. Les personnes qui sont possédées, je le rappelle, c'est très rare, sont incontrôlables au niveau de leur pensée, incontrôlables au niveau de leur corps. Voilà. Donc là, c'est en général, c'est les prêtres. Bon, après, soit les prêtres, soit les médiums, ou des groupes de médiums. Et là, on appelle ça de la désobsession. C'est normalement le terme d'une possession, c'est de l'obsession. Voilà. Je n'aime pas tellement le mot possession, c'est un peu... on ne peut pas vraiment savoir comment on va la définir, en fait. J'aime bien avoir un mot qui est précis par rapport à ce que je dis. Voilà. Pour moi, c'est de l'obsession. Là, les obsessions, c'est assez compliqué aussi. Ça prend plusieurs jours avant de désobséder quelqu'un. Voilà, ce n'est pas en une fois. Hein. C'est dans plusieurs jours. Voilà. Alors ça, c'était vraiment un côté négatif. Après, le côté, on va dire, positif, hein, c'est généralement pour passer des messages, une personne défunte, ou... mais en général, c'est jamais sans l'autorisation de la personne. Hein. Voilà. Un esprit qui est dans le positif ne vous incorporera pas sans votre autorisation. Par contre, ceux du bas astral, alors eux, ils n'ont pas du tout besoin d'autorisation pour vous incorporer. Hein. Voilà. Alors, la prochaine question, pourquoi c'est ou cela peut être dangereux d'avoir un esprit chez soi? Alors, dangereux, ça dépend de ce qu'est l'esprit. Bon, après, ça dépend quel genre d'esprit. En général, ceux qui nous fréquentent le plus, donc je le répète encore, donc c'est le bas astral. Voilà. Et eux, oui, ça peut être dangereux quand même. Ouais. Parce que ça met une ambiance alors très lourde, ça apporte des conflits, ça apporte des divorces, ça apporte des dépressions, voire des plus si affinités, donc là c'est la pendaison, des meurtres, etc., etc. Ça peut aller très loin. Mais en général, on le sent, toute personne, même ceux qui ne croient pas en au-delà, hein, j'ai déjà vu des personnes, je fréquente tout le monde, hein, c'est pas un problème. Je connais des gens qui sont complètement athées, voilà, qui croient en rien, de rien, qui m'ont dit un jour, je suis allée dans un lieu,
j'ai ressenti une douleur atroce au niveau du ventre, au niveau de la gorge, des angoisses, et je sais pas pourquoi ça a fait ça, blablabla. Voilà. Donc là, bah oui, bah c'est typique du bas astral, c'est des sensations très lourdes. Là, oui, ça peut être très dangereux. Après, avoir un esprit si bienveillant, après, il faut se méfier. Parce qu'il y en a qui se disent bienveillants, bah, c'est un peu comme les humains. Hein. Il y en a qui se montrent typiquement bienveillants, alors que c'est de vraies pestes. Voilà. Les esprits, c'est un peu la même chose. Il y en a, ils se disent bons esprits, ils se la pètent, et puis après, vous communiquez avec eux, puis après, ils sortent une insulte. À tout bout de champ, des façons grossières de le dire. Donc là, il faut vraiment faire attention. Ça peut être des esprits malins qui vont vous jouer des tours, etc. etc. Ouais. On n'y pense jamais à ce genre de personnes aussi. Voilà. Donc, c'est très bien de le rappeler aussi. Donc, sachant quand on est une personne qui n'arrive pas à faire la différence dans ses ressentis, qui ne les voit pas, qui ne les ressent pas, oui, c'est dangereux. Voilà. Après, si vous arrivez à les voir, vous saurez direct si c'est du bon ou du mauvais. Voilà. Tout simplement. Mais au ressenti, il faut faire quand même attention. Alors, la prochaine question. Un esprit peut-il devenir guide s'il s'agit d'un membre de la famille, ami ou connaissance? Alors, déjà, on va faire le topo, ce qu'est un guide. Alors, un guide spirituel, c'est celui qui vous accompagne durant toute votre vie, donc à partir de votre naissance jusqu'à votre mort, même jusqu'à votre prochaine incarnation. Bon, il y en a qui vont se délester pendant un certain temps, ils vont le remplacer et tout parce que ils ont besoin de se parler ou autre, ou qu'ils en avaient marre en fait parce que vous écoutez rien ou que vous faites des mauvaises actions, ça peut arriver aussi. Alors le guide spirituel, il est là pour vous guider en fait en fait, il vous fait ressentir certaines choses qui sont en vous. Quand vous avez la première intuition, par exemple, ou le premier mot qui va sortir à votre réveil, ça, c'est votre guide, en fait, qui vous a impulsé dans des bonnes actions et sur des bonnes choses à faire, en fait. Il vous conseille, il vous guide, des fois, il vous fait faire certains gestes pour que vous fassiez, en fait, une bonne incarnation, tout simplement. Après, il faut être vraiment très attentif à ses ressentis. Des fois, c'est à des signes extérieurs. On ne sait jamais. Donc, le guide spirituel ne peut pas être un membre de votre famille, ni un ami, ni une connaissance. C'est une personne que vous avez connue dans des anciennes incarnations. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui sont dans votre famille et tout ne sont pas assez évoluées pour être guides. Parce qu'il faut être vraiment évolué pour pouvoir guider correctement les humains. C'est les humains, faut dire ce qu'il y a, ils sont bêtes et ignorants. Voilà. Tout le monde l'est, hein. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Alors, la prochaine question. Un succube, un cube est-il considéré comme un esprit mais malveillant? Oh, alors ça c'est une question piège parce que succube, incube, en fait c'est des noms qui viennent du nouveau courant là, qui est arrivé au 21e siècle, pardon, ce qu'on appelle le courant New Age. Alors le courant New Age, c'est un ramassé de conneries sans être méchante. Voilà, qui proclame en fait qu'il y a des démons, des anges qui ont été jamais incarnés sur Terre et blabla, blabla, blabla. Hein. Donc voilà. Je vais arrêter là parce que c'est un peu énervant en fait de voir tant d'âneries en fait, qu'il n'y a aucune logique d'incarnation ni rien. Voilà. Donc succube incube, alors ça tu me règles ça de
tard, des listes de vocabulaire. C'est ce qu'on appelle couramment religieusement des noms. Voilà. Donc ce sont, voilà, incube, succube. En fait, c'est simplement des esprits malfaisants qu'on trouve dans le bas astral. En général, c'était des meurtriers ou qui ont fait des choses bien plus atroces qu'un simple meurtre. On en connaît un paquet de rayons hein, qui ont tué des millions ou des milliards de morts. Ceux-là sont vraiment très très mauvais, surtout ceux qui ne reconnaissent jamais leur tort. Alors ceux-là, c'est les pires. Et oui, ça peut être aussi des esprits malins, poltergeist, voilà. C'est ce genre d'esprits qui sont malveillants. Après, succube, incube, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Suivant. Alors, pour les personnes qui n'ont aucune capacité, comment peuvent-elles ressentir les esprits? Alors, je vais commencer par le commencement, déjà. On en a tous des capacités. On est tous avec des capacités. Voilà. Des capacités extrasensorielles. On a tous des ressentis, on a tous une intuition, on a tous notre instinct. Déjà, premièrement. Deuxièmement, on voit tous les esprits quand on est jeune. Jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans, voire 10 ans. Je vous laisse vous référencer à la mort sur mon autre live. Voilà. Donc, on a tous des capacités, simplement c'est qu'un jour ou l'autre, on se bloque parce qu'on a eu peur ou on a été trop conditionné par nos propres parents, voilà, et qu'on ne peut plus les voir. Ou la prise de stupéfiants et j'en passe, hein, voilà. Donc oui, on a tous des capacités. Alors, comment peuvent-elles ressentir les esprits? Déjà, il ne faut pas chercher littéralement à pouvoir les ressentir. Déjà, c'est une énorme erreur à faire. Il faut pas attirer les ennuis. Voilà, pour être poli. Mais en général, il y a des signes qui ne sont pas trompeurs quand on sait, littéralement, c'est ce qu'on se voile la face, tout simplement. Les personnes me disent ah, c'est bizarre, aujourd'hui j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis belle lurette hein, et qui appartenait à un défunt, un tel X, voilà. Et c'est pas trompeur. Voilà, simplement on se voile la face, ah, il y a un truc, ah, et j'ai senti une odeur, c'était bizarre, qui me faisait penser à celui qui est décédé il y a quelque temps. Voilà. En fait, on se voile la face, on ne s'ouvre pas assez notre esprit par peur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je réponds différemment par rapport à la question, mais c'est ce que je pense tel quel. Alors, un esprit non farceur, non mauvais, peut-il avoir une influence sur la matière? Alors la matière, c'est tout ce qui est autour de nous. Ça va être un mur, ça va être une table, ça peut être une chaise, ça peut être un stylo, machin. Oui. Ça dépend du degré d'évolution. En fait, quand ils sont du bas astral, c'est tout simplement par rapport à nos vibrations. Si on est de mauvaise vibration, on va attirer les mauvais esprits et ils peuvent nous jouer des tours si on est en colère et tout. Ça leur fortifie justement leur haine et tout ça. Donc ils vont pouvoir se jouer avec la matière. Après, quand c'est des esprits qui sont bien évolués, en général, ils s'amusent pas avec la matière, sauf dans de rares cas. Ou que c'est par exemple pour la vie de la personne qui va le mériter, parce que c'est toujours soit pour une leçon à apprendre, ou soit c'est autre chose. Ils vont peut-être être avec la matière, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, c'est plus rare qu'ils jouent avec la matière que avec les personnes du bas astral. Tout
toute une question de vibration, en fait. Et tout est logique. Voilà. Alors, que peut-on faire si on est en face d'un esprit? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, premièrement, ça sert à rien d'avoir peur. Déjà. Bon, après, tout dépend comment vous le voyez, parce que certains ont des capacités. Bon, je vais pas me la péter, mais voilà. Moi, comme je les vois moi, je ne le souhaite à personne. Voilà. Parce que bon, je les vois comme des fois ils se montrent comme ils sont morts, par pendus, etc., avec les sensations qui vont avec. Hein, voilà. Mais il y a des personnes qui vont voir juste une forme et tout ça, et c'est plus regardable en fait. Donc la première chose, c'est ne pas avoir peur. Ça sert à rien. Il faut se dire que c'est des esprits qui ont fait notre incarnation et qui sont morts en fait. Voilà, donc il n'y a pas à avoir peur. Deuxièmement, si vous n'êtes pas à l'aise, dire qu'il faut faire confiance à ses ressentis, hein, voilà. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ignorez-le et continuez votre chemin, voilà. Mais après, si vous êtes à l'aise en communication, mais bon, je ne le conseille rarement ça quand même, hein, parce que c'est quand même, faut avoir une expérience quand même avec les esprits. Bon, après même, ici, il faut faire de l'expérience et tout, si on veut s'instruire, on va dire, dans la médiumnité, c'est vrai qu'il faut quand même acquérir de l'expérience et y passer. Mais bon. Après, si tel n'est pas votre cas, je ne vous le conseille pas. Voilà, tout simplement. Alors, prochaine question. Est-ce que les esprits ont la notion d'émotion? Ah oui. Oula. En fait, c'est selon, bon, déjà, comment ils sont morts, c'est toujours la même chose, hein, que je répète, mais bon. Ça dépend comment ils sont morts, s'ils sont morts violemment, s'ils sont morts en douceur, ou de vieillesse, ou de maladie, tout dépend comment ils sont morts, et c'est vrai, tout dépend de leur type d'évolution, s'ils sont dans le bas astral ou autre. Quand ils sont dans le bas astral, ils vont pas forcément avoir une certaine notion d'émotion, vraiment telle quelle. Voilà. Eux, ils ont tellement la rage, en colère, très tristes, dépressifs, ils vont ne voir que leurs propres émotions et ils vont se dire que les autres sont pareils, en tant que désincarnés et incarnés. Voilà. Mais c'est vrai que si c'est un esprit qui évolue, ou comme notre guide spirituel, ceux-là, ils ont des émotions vraiment précises. Et selon aussi vos propres émotions. Par exemple, si vous vous sentez triste et tout ça, ils vont être tristes pour vous, ils vont avoir des regrets, tout ça. Si vous êtes en colère, ils vont pas être forcément contents contre vous. Ils vont avoir les bonnes émotions, dire vraiment précises. Coucou Jennifer. Alors, quelle serait... Alors, je dis que je vois rien. Quelle serait, d'après toi, la définition d'une rémissance? Alors, la rémissance, pour moi, c'est le repentir. Se repentir, c'est déjà se faire pardonner de ses actes. Voilà. Se faire pardonner de ses actes. On fait tous des erreurs. Hein. On n'est pas parfait, loin de là. C'est pour ça qu'on est incarné sur cette terre. Hein. On en fait tous. Et un jour ou l'autre, il faudra se faire pardonner de ses actes. Et de reconnaître ses actes et aussi de reconnaître aussi que voilà, la prochaine incarnation, il y aura des conséquences. Donc, qui sont plus ou moins grandes, bien sûr. Hein. Tout dépend des actes qu'on a pu faire. Donc, c'est le repenti. On y passe tous. Hein. Voilà. Peux-tu nous dire sur la légende de la Dame Blanche? Alors,
mes connaissances. Bon. J'ai eu divers témoignages là-dessus. Il y a eu plusieurs témoignages et il y a différents endroits où on peut apercevoir, selon certaines légendes urbaines ou certains témoignages, qui aurait une dame blanche. Oui, il y a plusieurs endroits en France. Hein, oui, il n'y a pas qu'en France, hein, il y en a même ailleurs. Alors cela, à ce qui paraît, c'est une personne, une femme. Il y a plusieurs types de dames blanches. Moi, j'ai connu 3 témoignages qui étaient complètement différents. Donc, au bord d'une route, une autostoppeuse qui fait arrêter les gens, qui pourrait provoquer des accidents. Après, il y a eu plusieurs témoignages. Il y en a qui disaient qu'on voit la dame blanche, soit elle a un perron blanc, c'est pour le mariage, ou c'est pour le rouge, c'est pour la mort. Bon, après, il y a eu une épopée de légendes sur la dame blanche. Je ne saurais même pas dire laquelle qui est vraie ou laquelle qui est fausse. Après, c'est des légendes qui ne peuvent pas être des légendes aussi, hein, des esprits, hein, de toute façon. Pourquoi faut-il pas plaisanter avec les esprits? Alors ça, c'est une question de logique. Tout simplement parce que est-ce que vous aimeriez plaisanter sur quelqu'un, être irrespectueux envers cette personne? Non. Là, c'est pareil pour les esprits. Alors, plaisanter avec eux, c'est quand même de l'irrespect. Et si vous êtes irrespectueux, vous attirez les mauvais esprits, tout simplement. Voilà. Et après, vous semez les conséquences qu'il ne faut pas, en fait. Voilà. Alors, quel est le rôle ou but du mauvais esprit, à savoir pour quelle raison il s'acharne? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Alors, ça peut être un esprit qui se venge par rapport à une ancienne incarnation, et vous payez les pots cassés. Soit parce que vous avez attiré des ennuis, voilà, donc vous avez joué à des jeux, pour moi, qui sont dangereux quand on ne connaît pas les choses. Ou soit ça peut être parce que vous êtes dans des mauvaises postures, donc vous avez pris soit vous avez pris des consommations de drogue, de l'alcool, dans la dépression, vous êtes malade et tout ça. Là, vous attirez aussi certains esprits qui peuvent s'acharner si vous prenez trop d'attention. Mais il faut savoir, donc je le répète encore, il n'y a pas de hasard si vous vous faites acharner par du bas astral. Le bas astral, il aime beaucoup les personnes qui sont mauvaises ou influençables. Ils aiment beaucoup manipuler. Donc, si vous êtes influençable, c'est le jackpot. Voilà. Alors, que penses-tu des chasseurs de fantômes? Alors déjà, le terme chasseur de fantômes, ça m'énerve. je supporte pas ce terme, en fait. Je le dis et je le répète, les mots, ils ont une vibration. Et ça, pour moi, ça me choque. Ce chasseur de fantômes, c'est comme si vous allez me dire, vous allez chasser du gibier. C'est pas tout à fait pareil, quand même. Là, fantômes, c'est des esprits. On ne joue pas avec. Voilà. Donc, chasseur de fantômes, rien que le terme. Bon. Après, j'ai des amis qui sont enquêteurs paranormaux. Bon, après, s'ils prennent des bonnes précautions et tout, ok. Mais après, il faut savoir bien le faire. Voilà. Ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bien entre guillemets, se protéger, ne pas être méchant, etc., d'être dans de bonnes conditions. Après, chasseur de fantômes, ça a tendance à me piquer au niveau des oreilles. Voilà. Alors, le mot fantôme, pour toi, est-il dévalorisant, malhonnête? Oui, carrément. Ce fantôme, pour moi, on dirait un petit peu comme Casper, le gentil fantôme, le dessin animé préféré
le dessin préféré des enfants, là. Voilà. Mais fantôme, pour moi, c'est ah, j'avais parlé. C'est caractère. Bref. Pour moi, c'est une représentation qui est assez malsaine. Pour moi, un fantôme, c'est quelqu'un qui serait inexistant, en fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et c'est plus le terme esprit est plus convenable. Donc, faites attention à vos mots, s'il vous plaît. Chasseur de fantômes, vous me le riez de la liste. Fantôme, vous me le riez de la liste. Ça, c'est pas possible. C'est de l'irrespect pur et dur. Les mots ont une importance. Voilà. Ne le gâchez pas. Prochaine question. Pourquoi c'est plus facile de voir des esprits avec l'aide de Marie-Jeanne? Alors, Marie-Juana. Alors, la Marie-Juana. Pourquoi c'est plus facile? Alors, y en a qui pensent que c'est plus facile de voir avec la Marie-Jeanne. Bon. Ouais. En fait, avec le THC, donc avec la marijuana, donc tout ce qui est stup, on va dire, pas très fort, hein, entre guillemets. Donc c'est une drogue. Donc c'est un pouvoir sur le cerveau de détente, voire d'hallucination dans certains cas. Plus facile, je dirais pas ça, parce que ça attire quand même pas mal d'esprits du bas astral, hein, faut pas croire. Hein. On est dans de mauvaises vibrations quand on prend la consommation de drogue, notamment la Marie-Jeanne. Oui, je dis Marie-Jeanne, parce que bon, après je diffuse le direct sur YouTube, on va éviter. Voilà. Alors, prochaine question. Les esprits connaissent-ils l'époque à laquelle ils seront réincarnés? Non. Pas du tout. C'est après, en grandissant, qu'ils vont se rendre compte à l'époque vraiment où ils sont. Ils n'ont pas la notion de temps au niveau de la prochaine réincarnation. Même dans l'au-delà, ils n'ont pas la conception de temps. Donc, ils ne pourront pas savoir. L'esprit peut-il rapprocher ou retarder le moment de sa réincarnation? Alors, c'est pas forcément lui qui décide. En fait, c'est en concertation avec son guide spirituel pour voir s'il est vraiment prêt dans l'absolu à pouvoir se réincarner. Voilà. S'il a bien appris, s'il a les notions pour bien se réincarner, s'il a bien choisi sa famille, etc., etc. Mais dans un certain cas, donc là c'est vraiment dans l'absolu, donc dans certains cas, l'esprit n'aura pas le choix de se réincarner. Donc quand c'est des esprits du bas astral qui font que, parce qu'ils ont tellement eu d'orgueil qu'ils vont vouloir se réincarner. C'est toujours une question de bon sens au niveau de l'esprit. Voilà. Quand on rêve, est-ce vrai que l'on va dans le monde des esprits? Oui, quand on est en mode rêve, alors, quand on dort, on a plusieurs étapes au niveau de l'endormissement. Et il y a un certain moment, on arrive, on appelle ça le sommeil paradoxal. Je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, le sommeil paradoxal, c'est là où on est en plein endormissement, que notre corps n'a plus du tout, qui est complètement en repos. Et là, à ce moment-là, on part dans le monde astral et on rencontre notre guide, on rencontre tout autre esprit. C'est d'ailleurs pourquoi on fait des rêves des fois qui sont complètement bizarres, ou qu'on a une certaine intuition quand on se réveille, ou qu'on se rappelle de certains rêves, c'est jamais un hasard non plus, qu'on soit dans une certaine humeur, etc. le lendemain. En fait, c'est parce qu'on a été visiter le monde astral. Voilà.
Prochaine question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les esprits puissent suivre la voie du mal? Alors ça, rien à voir là-dedans, c'est notre libre arbitre. On fait tous des choix, plus ou moins graves. C'est purement un choix, on va dire, de vouloir tuer quelqu'un, voler, violer, etc. C'est purement un choix. Ou un désordre psychologique qui a fait que, au lieu de se soigner et tout ça, on prend le choix de partir dans cette branche. On a tous notre libre arbitre, il n'y a personne qui commande notre libre arbitre. On l'a totalement. On a tous des choix à faire. Voilà. Donc Dieu n'a rien à voir là-dedans. De quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès? Alors, le spiritisme, alors je vais mettre déjà une petite parenthèse. Alors, le spiritisme, c'est une doctrine qui a été inventée par Kardec dans les années 17e, 18e siècle. Ouais, c'est ça. Et qui ont découvert en fait vraiment les pratiques de l'au-delà, etc., etc. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur certains points avec le spiritisme, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que Kardec et tout a pu voir qui sont quand même précis et que j'accorde de l'importance. Mais il y a certaines choses que je trouve que c'est un petit peu trop scientifique, un peu trop matérialiste, qui me dérange. Mais bon, il y a quand même beaucoup de rapprochements. Après, que contribuer au progrès, oui. Mais voilà, il ne faut pas en faire une doctrine voilà, un peu sectaire. Comme toute autre religion, voilà, c'est un choix. Chacun a ses opinions, bien sûr. Prochaine question. Faut-il vraiment faire confiance aux passeurs d'âme et aux connexions des bons chamans? Comment dire ça? Après, déjà, passeur d'âme, ça m'agace un peu, ces genres de mots. Chaman aussi, je le dis. Alors, passeur d'âme, c'est pareil, ça vient du courant New Age, et chaman, c'est pareil. Voilà. C'est des mots qui sont venus comme ça, mais qui me titillent aussi sur les termes. Passeurs d'âme sont encore en New Age, c'est ceux qui sont capables de faire passer les âmes dans la lumière. Mais le truc, c'est que y a beaucoup de désinformation sur le terme passeur d'âme. Quelqu'un qui fait passer les âmes de l'autre côté, donc c'est un médium, déjà. Ce n'est pas à dire, bon écoute, Coco, tu vois la lumière, tu passes de l'autre côté. Parce que les trois quarts des passeurs d'âme que je connais, eux, font ce genre de choses. Alors que ce n'est généralement pas ça qu'il faut faire. Il faut l'inviter à reconnaître ses erreurs, il faut l'inviter à se reconnaître mort, à passer ce trouble, et puis par pouvoir voir la lumière et puis pouvoir passer. Voilà, c'est tout un processus et qui ne demande pas une seule journée. C'est sur une durée limite. Arrête. Sur une durée limitée. Coucher. Arrête. Voilà. Après, je ne peux pas dire s'il faut faire confiance, s'il ne faut pas faire confiance. Je ne suis pas là pour juger ceux qui pratiquent. Voilà, c'est pas mon truc, quoi. Après, faire confiance, oui, ça dépend de la façon de faire, ça dépend comment ils transmettent les choses. En fait, c'est toute une façon de faire. Après, dire on peut être confiant ou pas confiant, voilà. Tout dépend comment ils sont professionnels, s'ils ne sont pas vraiment, comment ils font. C'est tout un mélange de choses en fait qu'il faut prendre en compte. Alors à dire s'il faut faire vraiment confiance ou non, je peux pas juger, je sais pas. Enfin, je peux pas juger les gens qui pratiquent sans l'avoir vu déjà, sans savoir discuter avec eux. Non, c'est pas possible.
Donc non. Alors, l'urgence de sensibiliser contre la pratique de la Ouija, etc., donc le spiritisme, j'en passe, hein, des enfants, ados et de bas âge. C'est vrai que depuis pas mal d'années, il y a en vente libre des planches de Ouija, des sites qui sont accessibles aux gamins, quoi, aux petits et aux ados, post-ados, pré-ados, voilà, très en libre circulation, quoi. Et je trouve ça effarant. Donc ça veut dire qu'on incite les jeunes à utiliser la planche Ouija, donc c'est de la communication avec l'au-delà. Non, c'est des genres de pratiques qui incitent vraiment à être ennuyé par le bas astral. Ça, c'est clair et net. C'est en invoquant n'importe comment déjà les esprits, on va avoir une mauvaise impression déjà de l'astral, quoi. Non, il faudrait vraiment sensibiliser les jeunes avec cette pratique. Voilà. Ces pratiques, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Pourquoi les enfants sont-ils déconnectés du monde des esprits à un certain âge? Je l'ai répondu tout à l'heure. Généralement, c'est qu'on a été trop conditionné par nos parents, donc ça dépend comment on a été élevé en fait. Hein. S'ils sont spirituels, s'ils sont religieux, s'ils mettent tout de suite sur le compte de la folie, de la maladie, enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Donc il y a le conditionnement des parents et aussi la peur. Alors là, la peur, c'est tous les coups, hein. Voilà, donc il suffit qu'on ait eu des ombres noires, des sensations, des mauvais rêves, etc. Donc ça peut bloquer et à un moment donné, il n'y a plus de connexion avec l'au-delà. Tout dépend comment on a été élevé, si nous on a pris considération ce qu'on nous a dit, si on nous a bien conditionnés, etc. C'est toute une question de bon sens. Alors, les esprits ont-ils autre chose à faire que s'améliorer personnellement? Oui, littéralement. En fait, il n'y a pas que personnellement, c'est aussi collectivement. Ils peuvent se retrouver sur un certain thème, c'est par affinité, hein, tout simplement. Il y en a qui vont aimer je sais pas, l'art, d'autres ça va être le sport, la politique, ou j'en sais rien. Il y a tellement de passion, d'idées. Ils vont tous se pencher sur un certain truc et ils vont pouvoir se réincarner et faire ils vont ressentir des passions, etc. En fait, c'est un peu comme nous en tant que terriens, hein, tout simplement. Nous sommes des esprits incarnés et on a tous plus ou moins collectivement certaines passions en commun. Voilà. Yeah, c'est exactement la même chose. Il faut jamais oublier que en tant qu'humain ou en tant qu'esprit, c'est la même chose. Voilà. Alors, les esprits qui se combattaient étant vivants une fois morts se reconnaissent-ils pour ennemis et sont-ils encore acharnés les uns les autres? Là, c'est pareil. Tout dépend où ils se retrouvent. Quand ils se retrouvent tous dans le bas astral, là ça va être la bagarre, ils vont tous se reconnaître en tant qu'ennemis, non, parce que ils sont toujours dans le trouble, dans l'orgueil, hein, et ils sont encore dans le mauvaise vibration. Mais quand ils se retrouvent dans l'au-delà, certes, ils ont eu des conflits et tout ça quand ils se sont incarnés, donc du coup ils vont avoir forcément moins d'affinité. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont s'acharner, tout ça, être mauvais et tout ça, parce que dès qu'on passe vraiment dans la lumière, c'est qu'on ne ressent plus aucun orgueil et tout attachement au niveau matériel. Voilà. Donc matériel, je pense surtout au côté négatif de l'humain. Donc l'orgueil, la jalousie, etc. etc. Hein. Voilà. On va dire les défauts de l'humain, voilà.
on garde une certaine personnalité, mais tout ce qui est purement humain, nous l'avons plus en tant qu'esprit. Sauf dans le bas astral où on garde une certaine, entre guillemets, humanité, voilà, parce que on est dans un espèce de trouble, forcément, on continue un peu notre vie en tant qu'humain, même en étant mort. C'est assez bizarre des fois. Pourquoi l'action des esprits sur notre existence est-elle occultée et pourquoi, lorsqu'ils nous protègent, ne font-ils pas d'une manière ostensible? Parce que ça serait trop facile, déjà. Ça serait bien trop facile. Parce que là, quand on s'incarne, c'est vraiment pour la première chose, c'est quoi? C'est vraiment apprendre, avoir des leçons, bien faire ses choix, etc., etc. Déjà. Donc, ils ne sont pas là pour vous dire faites ci, faites ça, faites ça. Pourquoi? Parce que vous avez votre propre libre arbitre. C'est à vous de faire vos choix. Vous n'êtes pas là être une marionnette et vous laisser faire. Ça, c'est hors de question. Ils sont là de temps en temps pour vous dire quand même, fais attention, ils vont essayer de vous mener sur des bons conseils. Alors pourquoi ce n'est pas de manière ostensible? C'est que la plupart du temps, vous n'êtes pas ouvert assez d'esprit, vous vous bloquez sur certaines choses, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre intuition, donc vous vous laissez berner par votre propre mental. Donc forcément, vous ne percevez pas littéralement les esprits. Mais je parle de bons esprits. Y a-t-il quelque chose de vrai dans le pacte avec les esprits? Alors ça c'est un truc, alors le pacte. Y a des gens qui peuvent faire des pactes, mais bon c'est comment dire, non. C'est en fait ceux qui sont bernés, c'est ceux qui croient qu'ils vont faire des pactes, parce que c'est juste de la manipulation des esprits. Ils vont faire croire que voilà, on va passer un pacte, alors tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais en fait c'est littéralement pas ça du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que l'autre il pense que il va avoir un retour positif parce que l'esprit aurait fait ci, aurait fait ça. Non, pas du tout. C'est juste des idéaux que les gens se font. Voilà. Donc les pactes, non. Voilà. Le monde de l'au-delà évolue-t-il aussi? Oui, puisque on retrouve des esprits qui viennent du Moyen-Âge, etc., de l'Antiquité, et qui ont pu se réincarner encore et encore. Donc forcément, après, quand on meurt, on a pris d'autres leçons, donc forcément, on a évolué spirituellement et aussi personnellement. Donc après, à évoluer, ça reste quand même assez équilibré parce qu'on trouve quand même ceux du bas astral, ceux qui sont dans la lumière et tout. Donc c'est un petit peu mélangé. Donc à dire que c'est à évoluer, pas spécialement. En fait, nous, on peut pas avoir de vue objective de se dire oui, ça a bien évolué. Non. On se voit en tant qu'humain en train d'évoluer, mais eux, ils n'ont pas évolué. En fait, ils restent dans les mêmes perceptions. Ils sont même mieux évolués que nous parce qu'ils n'ont pas le caractère humain au niveau des fous. Voilà. Est-ce qu'on est considéré comme un esprit si on quitte son corps en compagnie de son cordon d'argent? Non. Non. Si, pardon. Ouais, j'avais pas compris la question. Si, du fait qu'on va se trouver à côté de notre corps, oui, on a notre esprit, puisqu'on est incarné par un esprit. Donc forcément, l'esprit quitte ce corps, mais sera toujours attaché au cordon d'argent.
Oui, c'est notre esprit. J'avais pas compris en fait la question. Donc oui, oui, effectivement. Après, dès que le cordon est coupé, oui, on a un esprit libre totalement. Après, en général, quand on quitte ce corps-là, c'est dans les espaces dits coma ou dits expérience de mort imminente, oui, aussi, ou dans la nuit, où on part se balader dans l'astral. Alors, pourquoi faut-il se protéger contre les esprits avant de faire une pratique de connexion ou d'une autre pratique spirituelle ésotérique? Alors, là, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, protection. Il y a beaucoup de choses que je vois sur les réseaux sociaux ou des sites internet qui promouvoient des grands trucs, des machins. Bah, la sauge, le machin, le bidule. En fait, c'est un petit peu fictif, en fait, comme une sorte de protection. Parce que l'important quand on fait ce genre de pratique, c'est dans de bonnes conditions. C'est-à-dire à faire le maximum de vide, être dans la plénitude qu'il faut, donc être en méditation profonde, faire des prières pour être dans de bonnes conditions aussi vibratoires, pour attirer de bons esprits et se protéger contre tout mauvais esprit qui peuvent interférer dans les communications. Voilà. Il faut toujours être dans de bonnes pratiques. Mais ça, je l'ai déjà dit, je le répète encore, il faut être dans des bonnes pratiques spirituelles, tout simplement. Dans quelle dimension se trouvent les mauvais esprits? Le bas astral. Voilà, direct. Le bas astral. Je le répète encore, le bas astral, c'est un lieu où tout est noir, gris, l'ambiance est lourde, il n'y a que méchanceté, hypocrisie, enfin tout le côté négatif de l'humain se retrouve dans le bas astral, tout simplement. Voilà. Un mauvais esprit peut-il se faire passer pour un bon esprit? Oui, littéralement. Il y a des esprits qui se disent oui, moi je vais te conseiller un truc. En fait, c'est la façon qu'il a à communiquer qu'on se rend compte que ce n'est pas un bon esprit. Un bon esprit a un langage courtois et poli. Le mauvais esprit qui se fait passer pour un bon esprit, à un moment donné, dans sa communication, il va utiliser des mots grossiers, voire des insultes. Voilà. Qu'est-ce que pour toi est le Saint-Esprit? C'est un esprit qui est évolué, limite à la perfection. Pour moi, qui est déjà perfection, qui est déjà dans une dimension vraiment parfaite. Voilà. Et à qui on peut demander, pour moi, c'est un esprit supérieur, quoi. Voilà, tout simplement, celui qui a atteint une certaine perfection. Les films hollywoodiens comme Ghostbusters se sont-ils inspirés de faits réels? Ghostbusters, moi le côté, il y a du oui et du non, il y a beaucoup de fictif, c'est beaucoup de fiction, quoi. Surtout Ghostbusters. Après, tu m'aurais parlé de comment ça s'appelle? Ah, j'ai un nom. Il y a beaucoup de séries là-dessus, sur les esprits. Donc, je suis une grande fan de Ghost Whisperer. Voilà. J'aime énormément cette série. Et qui est vachement ma vie courante. Voilà. Qui est pour moi un petit peu réaliste. Bon, sur certains points non, mais qui est quand même vachement réaliste. Après, certaines émissions, surtout les Américains, il y en a beaucoup hein, qui a eu. C'était comment? Après, c'est des séries documentaires, il y a énormément de trucs. Hein. Après,
inspirer, ouais, une certaine inspiration, on va dire ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de surplus, hein, de surjoues. Y a-t-il des esprits dans les cathédrales, monastères, églises? Oui. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Après, faut savoir que les monastères, les églises, les cathédrales, c'est quand même des lieux qui sont de très haute vibration. Vraiment de très bonnes vibrations. Après, pas forcément. Hein. J'ai connu des lieux, sous des églises, où on sentait une très mauvaise ambiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui sont passées lors des guerres ou de religions, quand on a été au Moyen-Âge et compagnie. Oui, il y a eu certaines églises que c'est pas ça. Hein. Voilà. Donc oui, il y en a partout. Hein, ils se baladent où ils veulent. S'ils veulent aller dans l'église, ils vont dans l'église aussi. Hein. Donc il faut pas non plus croire à tout ce qu'on peut voir sur le net ou autre, à dire que dans les cathédrales ou quoi, il n'y en a pas. Si, il y en a. Voilà. Quel est le symbole de l'esprit? Voilà, le seul symbole, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches, mais l'esprit pour moi c'est le cœur. On l'a tous au fond de nous, c'est quelque chose qui est au fond de nous, c'est notre âme, donc pour moi c'est au niveau du cœur. Le symbole de l'esprit c'est aussi la pensée. Pour moi c'est un symbole qui est assez important, parce qu'avec la pensée on fait tout. On peut communiquer entre nous, on fait certaines vibrations avec notre pensée. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important au niveau symbole. Les esprits de la nature existent-ils vraiment? Alors, ça c'est pareil. Il y a beaucoup de choses dites sur les esprits de la nature qui sont les elfes, les fées, etc. Bon, c'est un petit peu farfelu, tout ça. Mais il y a des esprits partout, puisque les plantes, les arbres ont aussi des esprits. Certes, ils sont très peu évolués, voilà, mais ils possèdent une âme. Donc, il y a des esprits partout, il y a des esprits qui contrôlent la nature aussi, selon les vibrations du lieu où se trouve, voilà, et ils contrôlent la nature et tout. Donc oui, mais pas forcément comme on peut le penser, voyez-vous? Voilà. Alors, prochaine question. Les minéraux, les arbres, les plantes détiennent-ils des esprits? Oui, tout le monde, tout être vivant qui se trouve incarné, donc les minéraux, les pierres, ça peut être les arbres, les plantes, les humains, les animaux, ont tous un esprit. Voilà. Il y a énormément d'esprits et le système d'incarnation, donc ça va être d'abord toutes les plantes, etc. Un jour finissent par mourir, se réincarnent après, selon le besoin, on va dire, d'incarnation, on peut se retrouver un animal, mais après peut se retrouver un humain, mais dans un cycle qui va en évolution correcte, pas en bas. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on ne peut plus se réincarner en tant que minéral. Voilà. C'est un système logique d'incarnation. Voilà. Peut-on voir les esprits dans les miroirs? Non. Personnellement, non. Voilà, c'est pas. On peut les voir à vue, on peut les voir dans l'eau, par exemple, à certains lieux. Mais dans les miroirs, non. Voilà.
Un esprit peut-il se coller sur un être humain? Se coller? Dire comme une glu? Bof. Non, c'est plus par affinité. Alors c'est toujours la même chose que je répète, mais bon, c'est dans la logique en fait. Quand on est humain, on a une certaine affinité, mais quand on est esprit, on a une certaine affinité. Donc on va être plus attiré vers quelqu'un qui a la même affinité que nous. Voilà. À peu près les mêmes opinions, le même caractère, surtout la même personnalité, donc on attire surtout à ce qu'on est. Donc, oui, coller, c'est un grand mot, parce que, bon, coller, c'est plus les résidus de certains esprits qui vont rester collés à nous que l'esprit en lui-même. Voilà. Les légendes racontaient que les miroirs étaient un accès au portail pour les esprits, ta vision. Non. C'est un peu... ça fait un petit peu... Pour moi, un peu trop de racontard là-dessus. C'est plus... non, c'est juste une légende, en fait. Parce que les esprits sont toujours autour de nous. Il n'y a pas vraiment de portail. Voilà, c'est des portails comme ça, je n'aime pas tellement ce terme. Est-ce que la clairaudience ou la connexion avec les esprits est plus facile avec l'eau à proximité? Alors, l'eau a une capacité énergétique qui est incroyable. Après, tout dépend le type d'eau. C'est vrai que si c'est de l'eau croupie, bon, c'est une atmosphère assez lourde et tout ça, donc ça va attirer certains esprits qui sont assez néfastes. Par contre, si c'est de l'eau type la mer, des bonnes vibrations comme ça, oui, alors là, ça fait des bons esprits et tout. Et ça permet une certaine connexion, une très bonne connexion avec eux, et qui peut permettre de les savoir les entendre. Ou les voir, dans certaines circonstances aussi. Alors, la clairaudience, c'est la capacité à entendre. Hein. Je mets aussi... voilà. Alors, pourquoi trouve-t-on des esprits dans les châteaux que dans les chalets en bois? Non, mais alors ça, c'est... dans les châteaux, ils ont une certaine histoire. Une très grande histoire. Il y a eu souvent des guerres, des choses tragiques qui se passent dans les châteaux. Donc forcément, il y a certains esprits qui sont encore, entre guillemets, ancrés encore avec ce lieu. Toujours forgés d'histoire, ils se rabâchent certaines histoires, etc. Donc forcément, il y en aura beaucoup plus que dans les chalets en bois, que bon, il n'y a pas forcément d'histoire, etc. Voilà, après, les chalets en bois, en général, c'est des lieux de nature et tout ça, donc c'est pas tout à fait pareil. C'est pas les mêmes vibrations aussi, donc ils sont forcément moins attirés. Après, tout dépend. Il y a des chalets en bois où il y a pu se passer, par exemple, des meurtres ou je ne sais quoi, donc forcément, il y aura des esprits aussi. Enfin, c'est toute une façon, on va dire, de certains événements qui sont passés. Qu'on va plus trouver des esprits dans les châteaux. Ça, forcément, c'est chargé d'histoire. Donc forcément, il y en aura beaucoup plus. Voilà. Quelles sont les conditions favorables pour voir les esprits? Il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, être dans de bonnes conditions vibratoires. Donc, il faut être positif, être dans de bonnes vibrations. Déjà. Être positif, être dans la bienveillance, le respect, la politesse, voilà, dans des bonnes vibrations. Déjà. Deuxièmement, toujours être plus ou moins zen. Voilà, être vraiment au calme. Troisièmement, il faut savoir se concentrer et aussi analyser. Il faut savoir beaucoup analyser, il faut être analytique. La dernière chose, ne pas consommer tout ce qui est alcool, médicaments et drogue, stup, et j'en passe. Voilà. Donc tout ce qui est hallucinogène, il faut pas.
Voilà. Et aussi ne pas avoir de fausses croyances. Voilà. Ne pas croire à certaines choses farfelues qui n'ont aucune logique. Voilà. Et être dans de bonnes conditions, la prière, etc. Ça favorise aussi la communication avec l'odeur. Après, pour les boire, c'est pas tout le monde qui a la capacité pour les boire. Il faut pas avoir peur, il faut pas s'occulter, quoi. Il faut être très concentré avec le monde qui nous entoure. Je crois que c'est une des bases. Voilà. Pourquoi les esprits donnent autant de boulot? Oui, ça donne énormément de travail, ça c'est clair. Tous les jours, c'est un boulot qui est extrêmement dur, autant psychologiquement que physiquement aussi. Hein. Voilà. Il n'y en a plus? Il n'y a plus. Il n'y a plus de questions. Alors j'avais d'autres questions qu'on m'a posées. C'est sur Instagram, je crois. Alors, on m'a posé aussi. Que je les retrouve. Donc en attendant, si vous voulez me poser des questions là, maintenant, sur les esprits, vous pouvez toujours me les poser là en direct ou en privé, peu importe. Alors, que je cherche. Je mets là. Alors, c'est où qu'on m'avait posé? Ah oui, là. J'ai tout retranscrit. On m'avait posé pas mal de questions. Tant que ça s'ouvre. Alors. Aïe, tiens. Alors, on m'avait posé la question suivante. Donc, bonjour. Que devient le périsprit d'une personne physique qui perd par exemple un doigt ou une jambe lors d'un accident ou une opération d'amputation? Un mort qui, de son vivant, a été estropié peut choisir d'apparaître de deux façons, avec ou sans membre perdu, n'est-ce pas? Comment se fait-il avec son périsprit pour apparaître estropié? Alors, il faut savoir qu'on a tous une enveloppe, donc on a notre corps physique et on a aussi notre corps spirituel. Donc le corps spirituel, c'est notre âme. C'est ce qu'on appelle le périsprit. Et quand on perd un doigt ou je ne sais quoi, une jambe, un pied, on ne perd pas un morceau de périsprit. C'est juste notre corps, notre corps voilà, notre corps physique qui perd un membre. Notre enveloppe spirituelle ne perd rien, strictement rien. Alors pourquoi certains esprits se montrent comme ça? Tout simplement parce qu'ils veulent montrer comment ils ont souffert ou qu'ils en sont morts, la cause. C'est pour ça que des fois, il y en a qui apparaissent comme ça, tout simplement. Alors, j'avais une autre question. Donc, bonjour. Depuis quelque temps, je m'interroge. En dehors d'une vie saine la semaine, il m'arrive souvent de boire le week-end jusqu'à en devenir ivre. Ce n'est pas ce que je voulais au début. Mais les soirées entre amis dégénèrent souvent. Un verre en appelle un autre. Tout comme on nous appelle de bons vivants, prenons comme excuse qu'après une dure semaine de travail, nous avons bien le droit de nous détendre. Je partage cette idée, mais c'est vrai que nos soirées se sont dégradées, l'alcool coule à flot, cela commence à me gêner, je me demande quelles seraient nos soirées sans alcool, puisqu'elles tiennent une place de plus en plus importante. Ce n'est pas la question.
Je crois à la réincarnation et aux conséquences karmiques, et c'est justement la question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'il y a des conséquences karmiques à des soirées régulières un peu trop alcoolisées, sachant que le reste du temps, ma vie est saine? Alors, oui, il y a des conséquences. Ah, c'est certain. Puisque toutes nos actions ont des conséquences et ça laisse une empreinte sur notre corps spirituel, donc notre périsprit. Et ça fait non seulement des dégâts sur notre corps physique, mais ça fait aussi des gros dégâts aussi sur notre périsprit. Et qui fait que si on en a trop abusé, on va dire à un point de devenir alcoolique ou autre, où ça engraine énormément de soucis et lors de la prochaine incarnation aura des conséquences plus ou moins graves. Alors, ensuite, m'avait posé la question, je m'intéresse depuis peu plus profondément à l'évolution spirituelle et je pense que vous pourriez m'aider à y voir plus clair. Bien sûr, j'ai une multitude de questions qui me taraudent l'esprit, il me faudrait plusieurs jours juste pour les énoncer. Je vais donc vous poser celle qui pour moi a le plus d'importance, en espérant que vous puissiez m'aider à élucider. Il y a chez moi des terribles affrontements intérieurs que je souhaiterais éradiquer définitivement. Dans tous les domaines quels qu'ils soient, je traverse un moment d'euphorie, de motivation, de certitude, suivi immédiatement par des périodes de doute, de paresse, de manque, de motivation, de laisser aller, de remettre au lendemain. Tout cela me freine énormément et m'empêche d'avancer. Pour exemple, un jour, je vais croire au monde des esprits, à la réincarnation, à Dieu, etc. J'ai des expériences, des témoignages d'amis sincères, des résultats positifs dans mes soins magnétiques qui me prouvent que tout cela est bien réel. Je vais alors me plonger frénétiquement dans une étude plus approfondie. Je vais tenter d'aller plus loin dans mon apprentissage, mon évolution. Je dis bien je vais tenter car je ne parviens pas à aller au bout de mes idées. Les bouquins, je les termine jamais. Les certitudes d'hier ne sont plus présentes avec autant de force. La motivation d'aller plus loin n'a plus de même vigueur à celle de la veille. Je ne parviens pas à prier. Je me relâche, je n'ai plus de volonté. Comment demander ou obtenir le soutien de mon guide et je suis incapable de maintenir nos efforts dans le temps. D'après vous, d'où provient ce manque de volonté, surtout s'il y a un moyen de reprendre le dessus? Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation et comment l'avez-vous surmonté? Merci d'avance pour votre aide. En fait, c'est toute une question d'évolution personnelle. C'est un travail constant. On a tous des moments de relâchement, de manque de motivation, de déprime, etc. En fait, c'est vraiment se remettre d'afflux et se dire que voilà, on a des esprits qui sont en affinité, sont nos propres vibrations, nos propres pensées. Alors forcément, si on déprime et tout, on aura forcément une affinité avec des esprits du bas astral. Par contre, si on est dans de bonnes vibrations assez positives, d'acharnement, de motivation et tout, on aura de bons esprits qui vont nous accueillir et nous permettre d'évoluer correctement. Donc, dans cette situation-là, il faut se booster et arriver à maintenir un certain équilibre, ne pas lâcher, essayer d'apprendre, surtout de bien se poser des questions, mais vraiment rationnelles, faire toujours une analyse de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, se faire surtout sa propre opinion, ne pas se laisser berner, voilà. Et il faut vraiment avoir une bonne pratique et continuer son évolution comme la personne là, elle est quand même dans de bonnes pratiques. Le problème, c'est un manque de motivation, de pratique spirituelle à côté. C'est juste qu'il y a un manque de confiance en soi qui bloque et qui ne permet plus, qui
en fait, je crois plus en rien et tout. Mais en fait, simplement, c'est que il y a des doutes. C'est juste à se remotiver. Il faut pas être dur avec soi-même. Il faut pas se laisser casser et tout. Il faut continuer, continuer, continuer dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il faut toujours continuer. Alors, donc voilà, après, c'est des questions que je vais répondre hors live, parce qu'il y en a, j'ai tout un pataquès de questions. Donc si vous avez des interrogations, des questions, des échanges, des témoignages, tout ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à participer. Je demande que ça. Moi, j'aime beaucoup participer, à échanger avec les gens, même connaître différents avis, différentes formes. Je suis prête à tout entendre. Voilà. Donc, je termine ce live. Donc, la semaine prochaine, je laisse le relais à mon co-admin, donc Pascal, qui va vous présenter la géobiologie. Donc là, ça va être à peu près le même principe, donc question-réponse, et après avec le live. Donc, merci de participer. Ça me fait du bien aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, et je vous dis à la prochaine. Bon, pour moi, ça va être un peu de repos maintenant. Allez, bonne journée.